Merci beaucoup, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver sur cette session consacrée donc à la finance durable. Alors prendre en compte les enjeux extra-financiers de l'investissement, c'est plus totalement à la mode. Je vais poser volontairement la question qui va nous animer en ce début d'après-midi de manière volontairement un peu provocatrice. Est-ce que la finance durable peut résister, va pouvoir résister à ses détracteurs? Avec nous pour en parler cet après-midi, sujet passionnant, hein, Stéphane Deséan, qui est président du directoire de la Banque Postale et directeur général adjoint du groupe La Poste. Bonjour. Antoine Gosset-Grainville, j'y vais par ordre alphabétique, président du conseil d'administration d'AXA. Jérôme Grivet, directeur général délégué de Crédit Agricole. Françoise Lombard, qui est directrice générale de Proparco. Yves Perrier, président du conseil d'administration du groupe Edmond Rothschild et président de l'Institut de la finance durable. Et Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Énergie. Et c'est avec vous, monsieur Pouyanné, que je vais commencer. Les choses sont allées très vite, différemment des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, en quelques semaines après l'élection de Donald Trump, les principales banques du pays elles ont fait marche arrière sur leur stratégie environnementale. Chez nous, c'est au nom de la compétitivité en Europe, et peut-être aussi parce que les choses avaient été faites un peu rapidement, d'une manière un peu acrobatique aussi, que l'Union européenne prévoit de simplifier, j'ai envie de dire de revenir en arrière, mais vous me contredirez certainement sur ce terme, sur la directive CSRD. Ces derniers jours, la France et l'Allemagne ont même été à l'offensive pour revenir en arrière aussi, je le dis de manière aussi volontairement provocatrice, sur le devoir de vigilance des entreprises. Bref, pour simplifier les normes, on met la pédale douce sur les transitions vertes, une fois ce décor planté que vous connaissez tous, et je vais faire très vite. Patrick Pouyanné, est-ce que tout cela remet en cause les transitions pour Total Énergie? Et plus globalement, est-ce que ça met à mal la lutte contre la transition climatique? Oula. Oula. Je ne sais pas pourquoi je suis le premier à parler, parce que je suis entouré de gens de la finance, donc ça s'adresse surtout aux financiers, cette question, plus qu'à moi. Moi, je suis un client de ces messieurs. Par rapport à votre question, moi d'abord je pense que ça ne démarre pas avec Trump, hein, le pragmatisme américain, il remonte un peu plus tard. Il ne faut pas tout dater de Trump. Hein, je veux dire, ça fait déjà 1 an qu'on voit côté américain que c'était sous-jacent. Un sujet un peu plus des discours plus pragmatiques de l'un certain nombre de leaders financiers, en fait, notamment après d'ailleurs des actions juridiques du Trésor du Texas qui a commencé à dire que BlackRock était exclu. On a vu les choses bouger un peu plus tôt. On continue à avoir une vraie différence d'approche des deux côtés des deux côtés de l'Atlantique. Il n'y a pas, moi quand je rencontre des investisseurs côté américain, pour être honnête, ça fait un moment qu'on ne parle pas d'ESG côté États-Unis, on continue à en parler côté européen, ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs. Enfin, je ne dis pas qu'il y a le bien ou le mal. Après, ce qu'on voit côté européen, c'est une tendance dans les discours politiques à une forme de pragmatisme. On voit qu'aujourd'hui, les discours sont plus... Le dernier sommet de l'AIE à Londres, on parlait plus de souveraineté énergétique que de changement climatique. C'est-à-dire qu'on voit, et auquel d'ailleurs peut contribuer les solutions énergie renouvelables, contribuent quelque part à la souveraineté énergétique. Donc il ne faut pas les exclure. On voit une évolution du discours, compétitivité, pragmatisme, mais en même temps, je vais vous dire, je suis un peu comme les autres, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a des règles qui, elles, ne bougent pas. Honnêtement, c'est pas un problème de CSRD, c'est jamais que du reporting, de CS3D, ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Le vrai sujet pour l'entreprise Total Énergie que je dirige, c'est pas celui-là, c'est le fait qu'en Europe, les investisseurs, parce qu'on a décidé que le monde était blanc et noir, parce qu'on n'a pas voulu, en matière de finance, accepter l'idée qu'il y avait des entreprises en transition, que la France, par exemple, a exclu les sociétés pétrolières dit la BASR, que quand je lis les règles de l'ESMA, nous allons perdre encore des actionnaires. Et donc, en fait, ça, ces règles, elles sont toujours là et elles s'implémentent. Et ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est que Total Énergie a vu son actionnariat européen, et notamment français, passer de 30% en 2020 à 13% des actionnaires institutionnels. On est même passé en dessous des 15 ce trimestre. Nous sommes à 13%. Pourquoi? Parce qu'on m'explique qu'il y a des règles, qu'il faut suivre les règles, etc. Donc ça, c'est ancré. La weaponization of finance qu'un de mes collègues avait dénoncé, elle est en train de se passer. Et donc, il faut séparer les choses pour moi là-dedans. Il y a ce qui se passe et puis il y a la réalité de ce monde. Parce que les règles, elles ont mis du temps à se mettre en place et qu'on a beaucoup de mal à revenir sans ces règles. Et que ce que je peux seulement regretter, c'est qu'à la fin, ces règles sont en train de donner raison à mes concurrents. Mes concurrents qui sont en train d'abandonner la partie transition et qui sont en train d'investir 90% maintenant dans l'oil and gas, ils ont raison. Puisque le fait d'investir dans la transition, personne ne nous en sait gré et qu'on est mis dans le même paquet.
Donc aujourd'hui, j'investis 30% de mes investissements, 4 milliards, 4 à 5 milliards par an, dans des activités bas carbone. Je le fais parce que profondément, je pense que c'est la bonne stratégie, mais le marché ne m'en est aucun gré. Certes, aujourd'hui, nous sommes les plus détenus par des fonds dits en transition au développement durable, mais comme la catégorisation que va donner l'ESMA, SFDR et compagnie va nous exclure, eh ben, je serai dans la même situation qu'eux. Et qui rachète nos actions ? Eh ben, les actionnaires qui sont moins regardants sur ces questions, notamment les actionnaires américains. Donc maintenant, je suis à 49,5% d'actionnaires institutionnels américains et à 13% d'actionnaires français. Au passage, quand je vois le débat se précipiter, qu'on m'explique que c'est bien de fabriquer des missiles et que ça va devenir dans les fonds ESG, je pense qu'on va tous, au nom de la souveraineté. Je vois aussi que le Sénat français rêve de mettre des golden shares chez Total Energy, au nom de la souveraineté. Il va falloir que tout le monde m'explique où est la logique dans tout cela. Donc le pragmatisme, ça suffit surtout, non pas à corriger simplement, bien sûr que c'est mieux d'alléger une CSRD qui est devenue complètement diabolique, et dont je ne sais pas pourquoi elle fait 400 pages et dont je ne suis pas certain qu'elle aide l'investisseur à s'y retrouver. Donc je salue ce qui a été fait, décidé omnibus, même si j'ai dû l'appeler minibus un jour pour m'amuser. C'est bien. C'est bien, non mais c'est bien, je le dis sur la CSRD. Sur la CS3D, on est loin d'être au bout du chemin. Mais ça, c'est un problème juridique, c'est un problème de pénalisation, c'est pas du tout le même sujet. Par rapport à la question de la finance durable, moi je suis désolé, je ne fais qu'observer ce qui se passe. Nous perdons des actionnaires. Les règles sont ce qu'elles sont, les règles ont été décidées d'être en blanc et en noir, et dire qu'on ne peut pas investir dans des entreprises qui font plus de 10% d'énergie fossile, qui n'est jamais que l'énergie qui vous fait tous vivre aujourd'hui, je ne sais pas comment vous êtes venus à cette réunion, c'est juste un truc qui profondément, je suis désolé, ça ne va pas. Et je ne comprends pas que la communauté financière se soit jetée là-dedans et n'ait pas réussi à se mettre d'accord autour d'un concept de transition énergétique, tout simplement. Parce que la vraie vie dans le monde de l'énergie, c'est d'être capable à la fois de fournir l'énergie d'aujourd'hui, pétrole et du gaz, je suis désolé, c'est ça qui vous fait tous vivre, qui vous fait vous déplacer. Et puis, en même temps, des entreprises qui font les deux. Mon modèle, donc, nous, notre stratégie, elle ne dépendait pas, honnêtement, de l'ESG. Elle est profondément ancrée dans l'idée que la croissance de demain, c'est l'électricité qui est une énergie. Donc, on veut positionner l'entreprise sur l'électricité. Mais je vois ce qui va se passer. Au fur et à mesure, si on continue à avoir un actionnariat qui est de moins en moins à l'écoute de ces questions-là, la question va nous être posée. Et pour l'instant, notre modèle tient parce que nous sommes rentables dans le secteur de l'électricité. Donc les gens sont surpris, on arrive à sortir des résultats corrects. S'il nous arrive de ne pas les tenir, je pense que le débat rebondira. Et comme nous n'aurons pas les actionnaires qui pourront éventuellement positivement engager, eh bien, on fera avec nos actionnaires. Voilà. Donc je pense que c'est un vrai sujet, mais il ne faut pas mettre... le sujet, il est largement ici en Europe et en Europe continentale. Je note, moi d'ailleurs, une différence aujourd'hui quand je traverse le Channel. Hein. Je peux vous dire que les Britanniques, ils savent faire la différence entre leur politique nationale énergétique et leur politique de régulation financière. Alors, vous avez commencé à y répondre, mais juste en un mot, à qui vous en voulez de cette situation que vous nous décrivez ? J'en veux au monde financier dans son ensemble. Je veux dire, j'en veux au régulateur qui fondamentalement est tombé à confondu transition et grand soir en disant que du jour au lendemain, on allait se débarrasser de toutes les énergies fossiles. J'en veux aussi à un certain nombre d'acteurs financiers, y compris dans notre pays, qui ont fait de ce sujet un sujet de marketing, considérant à juste titre que c'est pas important finalement de détenir les titres de certaines sociétés, mais il ne faut pas après verser des larmes de crocodile si l'entreprise en question regarde du côté de New York. Alors, Jérôme Grivet, on entend bien ce que dit Patrick Pouyanné. Vous avez des ONG qui viennent à vos assemblées générales, qui font beaucoup de bruit, pour vous demander de ne plus financer les pétroliers. Comment vous adaptez vos stratégies? Comment vous conciliez la réalité et ces impératifs qui font partie de votre quotidien, puisque tous les ans, à votre Assemblée générale, elle est là, cette réalité aussi? Alors effectivement, on est tous confrontés à des injonctions contradictoires. Et d'une certaine manière, je pense que si chacun de nous fait sa propre introspection, il est en même temps et à différents moments de la journée à la fois préoccupé de l'insuffisante rapidité de la transition énergétique et en même temps, comme le disait Patrick Pouyanné il y a un instant, il est peut-être venu ici en voiture et donc il a besoin que l'approvisionnement en énergie, qui aujourd'hui sont beaucoup fossiles, continue d'être assuré.
les banques, en tout cas notre groupe, qui d'ailleurs n'est pas qu'une banque, on est aussi un asset manager et on est aussi un investisseur direct en tant qu'assureur, hein, et pour que les chiffres soient donnés, ce sont des montants très importants, 1200 milliards de crédits, 2500 milliards d'encours dans l'asset management et 350 ou 400 milliards d'investissements en assurance vie. Et donc pour je dirais, intégrer ces injonctions contradictoires et essayer de définir une ligne qui soit constante et qui ne varie pas à tout instant en fonction du bruit médiatique sur un sujet ou sur un autre, on a défini une approche. Cette approche, elle consiste à essayer de faire avancer en même temps 3 piliers. D'abord, dédier le plus possible de ressources, et la ressource financière n'est pas contingentée, dédier le plus possible de ressources au financement des investissements qui sont nécessaires à la transition. Deuxièmement, aider aussi nos clients, parce qu'on parle beaucoup d'énergie et de financement des investissements énergétiques, mais au-delà de ça, il y a tous les investissements dans les équipements qui vont permettre à nos clients, des particuliers jusqu'aux PME et aux plus grandes entreprises, à eux-mêmes organiser leur propre transition. Que ce soit la personne qui achète une voiture et qui doit changer pour un véhicule électrique, que ce soit la personne qui doit isoler son logement, ou que ce soit l'entreprise plus ou moins importante qui doit réformer ses process industriels pour les décarboner le plus possible. Et donc ça, c'est un deuxième volet très important de financement que nous voulons accompagner de façon extrêmement proactive, c'est donner à nos clients les moyens de financer leur transition. Puis le troisième volet, qui n'est que la résultante de tout ça, c'est que nous allons constater progressivement que la part des financements que nous devons accorder et que nous accordons encore, même si c'est en proportion qui se réduit aux investissements dans les énergies fossiles, celle-là, elle se réduit fortement, évidemment, et c'est la conséquence des 2 premières séries d'efforts. Donc je pense qu'il faut vraiment être dans cette logique de transition. Et la transition, là encore, je vais répéter ce que disait Patrick Pouyanné il y a un instant, c'est pas passer en un instant du noir au blanc ou plutôt du marron au vert, c'est avoir une direction et en revanche, pas de retour arrière dans cette direction. Et ce qui pénalise beaucoup l'ensemble des acteurs, et en particulier les acteurs financiers, c'est les allers-retours, c'est les retours arrière, parce que ça pénalise évidemment fortement la lisibilité de ce qu'on peut faire et la constance de nos investissements. Donc je crois qu'on est engagé dans une transition, et quand je dis qu'on a encore une partie de nos financements qui peuvent aller à des compagnies pétrolières, on doit aussi avoir dans ce domaine une approche qui tienne compte de la stratégie de transition de chacun des acteurs, et il est clair que de ce point de vue-là, nous considérons que Total Energy n'est pas du tout comparable à un pur player de l'exploitation pétrolière au Texas, et que nous continuons à financer les investissements de Total Energy, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables auxquelles il était fait allusion il y a un instant. Voilà, donc on se place dans une logique de transition, et dans cette logique de transition, la réduction de ce que nous finançons en matière du secteur oil and gas est la résultante, la conséquence des efforts extrêmement importants que nous faisons dans d'autres domaines. Et je terminerai par un dernier chiffre, le ratio que nous avons entre les financements que nous apportons à la production d'énergie fossile et à la production d'énergie renouvelable s'est inversé en quelques années. Il est passé de 80-20 à 20-80 à peu près. Antoine Gosset-Saint-Phil, je reviens sur le contexte qu'on décrivait au début de cette table ronde. Ces allers-retours, ces reculs en arrière, est-ce que finalement c'est la fin des ambitions climatiques? Et j'ai envie de vous poser la question très directement, est-ce que c'est aussi la fin de la finance durable? Je n'avais pas entendu que la question m'était posée, pardon. Mais c'est une excellente question. Alors, je pense que pour dépassionner un peu le débat, il faut prendre de la hauteur et il faut s'interroger sur les objectifs de la finance durable. Les objectifs de la finance durable, c'est, pour faire simple, assurer un développement équilibré, c'est-à-dire un développement qui tient compte du développement des activités économiques pour la planète et également pour le développement humain. Il ne faut jamais oublier que dans ESG, il y a également la lettre S qui est importante également. Et donc, lorsque on a ces objectifs en tête, on voit bien qu'on est en présence
de dimension de nature structurelle qui répondent pas aux effets de mode ou aux circonstances politiques. Assurer un développement équilibré, ça implique de modifier nos modes de pensée, nos modèles de développement. Et aujourd'hui, ce qui est effectivement un peu préoccupant, c'est que cet enjeu de la finance durable est devenu un objet de débat politique brûlant, à la fois aux États-Unis et en Europe. Mais dans des termes différents, vous l'avez dit au début. Aux États-Unis, c'est le principe même de la finance durable qui est objet de débat aujourd'hui, avec le symbole très fort de la sortie des États-Unis des accords de Paris. En Europe, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas de remise en cause des objectifs, ou peu. En revanche, il y a des interrogations très fortes sur la manière de poursuivre ces objectifs et de les atteindre. Et c'est effectivement l'approche qui a été retenue, dont on est tous d'accord pour dire qu'elle est extrêmement lourde, extrêmement bureaucratique, assez punitive. C'est cette approche-là qui est aujourd'hui remise en cause ou contestée. Et lorsque Patrick Pouyanné dit qu'il faut vraiment mettre la transition au cœur du débat, c'est quelque chose en réalité qu'on n'a pas toujours fait, avec une approche, encore une fois, assez punitive. Donc, c'est pas de remise en cause de la finance durable, évidemment, mais une refonte totale des méthodes, de l'approche qui est retenue. Et je pense qu'autour de cette table, tous les acteurs financiers qui sont présents ici ont une approche beaucoup plus positive, beaucoup plus constructive. Jérôme Grivet a très bien expliqué comment on accompagnait le développement des activités qui contribuent à ce développement maîtrisé, à cette croissance maîtrisée. Du côté assurantiel, on le fait énormément aussi, avec des instruments incitatifs, tant sur le plan de l'assurance que de l'investissement, puisque les assureurs sont aussi des gros investisseurs. On pourra y revenir après, mais encore une fois, ne perdons pas de vue l'objectif, améliorons les méthodes, la stratégie, mais gardons le but. Alors Stéphane Dedeilhan, vous aussi, vous défendez cette vision positive que décrit Antoine Gosset-Gainville, et vous défendez l'idée que la compétitivité peut aller de pair avec la durabilité. Alors non seulement je défends cette idée, mais en plus je vais même un cran plus loin, c'est-à-dire que je pense que plus ça va aller, plus la durabilité sera une condition de la compétitivité. Pourquoi ? Parce que là, il faut revenir à l'intérêt du client. Et au fond, quand vous penchez sur l'intérêt du client, si on vient aux fondamentaux de notre métier, qui est d'accompagner les cycles de nos clients, les cycles de vie de nos clients quand ce sont des particuliers, les cycles stratégiques et d'investissement de nos clients quand ce sont des entreprises. Si je prends l'exemple du crédit immobilier, dans l'accompagnement des cycles des clients particuliers, soit on leur constitue un patrimoine en leur faisant crédit pour qu'ils puissent acquérir par exemple leur résidence principale, où on leur transporte, on protège la valeur de leur patrimoine dans le temps en le plaçant et en leur permettant de le faire fructifier dans le temps. Et au fond, puisqu'on est à Paris, je vais prendre un exemple parisien, mais aujourd'hui un crédit immobilier, on le fait souvent sur 25 ans. On est en 2025. Ça veut dire que la fin du crédit immobilier, ça va être en 2050. En 2050, ce que nous dit Météo France, c'est que la planète sera à 1,7 degré. À 1,7 degré, vous enquillez des journées avec une chaleur de plomb et des nuits à plus de 20 degrés qui se suivent. La vie est très 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 compliquée. Que vaut un appartement parisien sous une toiture en zinc en 2050 quand la température de la planète est à 1,7 degré. Donc si on ne se préoccupe pas aujourd'hui de conseiller nos clients sur la protection de la valeur de ce qu'ils achètent quand on leur fait un crédit, on ne fait tout simplement pas notre métier. Et donc c'est indispensable pour être compétitif, d'être durable, et ça va être de plus en plus le cas. Et c'est la même chose pour les entreprises. Si elles ont des cycles de production qui ne peuvent pas résister à la hausse du prix du carbone, qui interviendra forcément si on veut que la planète reste vivable, eh bien tout simplement, on ne fait pas leur métier. Et donc c'est parce qu'on est capable aujourd'hui de leur montrer et de leur conseiller les bons investissements et de leur garantir que quand ils investissent leur patrimoine, par exemple dans un contrat d'assurance vie CNP Assurance, le fait qu'il y ait une politique durable, c'est la meilleure protection
pour eux. Et donc c'est là où nous, il faut qu'on passe d'un discours qui est un peu trop institutionnel à un discours beaucoup plus centré sur l'intérêt du client. Et encore une fois, plus le réchauffement climatique va devenir une réalité, plus il faudra être durable pour être compétitif. Oui, donc des choses effectivement très concrètes. Et Yves Perrier, on est dans une révolution industrielle, hein, Stéphane de Deyen le décrit encore, et donc on est sur un sujet d'offres. Et tout à l'heure, on discutait et vous me disiez, ça passera par les grandes entreprises, la résolution de ce sujet, donc par financer Total finalement. Ça c'est moi qui traduis vos propos. C'est bien ça passe par les grandes entreprises, tout ça. Il est bien connu que j'ai toujours considéré que Total avait une bonne stratégie. Je ne vais pas leur développer davantage ici, je vais venir sur le fond. On est à un moment particulier. Il y a une dizaine d'années, ces questions de finances durables, de transition écologique, au fond, elles n'intéressaient pas grand monde. La bonne nouvelle, c'est qu'en 10 ans, tout le monde s'y est mis d'une façon ou d'une autre. La mauvaise nouvelle, c'est que la confusion a atteint son comble. Et si on en est là aujourd'hui à se poser la question de l'avenir de la finance durable, c'est qu'il y a eu plusieurs erreurs à la base. La première erreur, c'est dans le positionnement de cette affaire. Vous avez employé le mot de révolution industrielle. En effet, la transition écologique, c'est une révolution industrielle, planétaire, puisqu'il faut réinventer l'énergie, réinventer les produits, réinventer les modes de production. Et ce n'est pas une question morale. Or, la réalité, c'est que cette affaire a été prise sous un angle que je qualifierais de morale. Non pas que la morale est inutile, mais elle n'est pas pertinente. Et donc, ça a amené, par exemple, à faire une taxonomie au niveau européen qui disait ce qui était vert comme secteur, on parlait de secteur vert, 10% d'économie, et ce qui n'était pas vert. Et ce qui a amené une certaine idée de conception de la finance durable à dire il faut mettre l'argent sur ce qui est vert. Alors qu'en fait, il faut faire exactement l'inverse. Il faut mettre l'argent sur ce qui est brun pour qu'il devienne vert. Parce qu'aujourd'hui, l'économie mondiale, elle est à 4,5 degrés. Hein, ça, c'est comme ça. Et c'est assez normal puisqu'on démarre la transition énergétique. Le deuxième point, c'est que les énergies fossiles, elles représentent encore les 3/4 de l'énergie dans le monde. Donc la vraie difficulté, d'ailleurs, ce n'est pas de sortir des énergies fossiles, c'est de créer et de financer les énergies alternatives. Le deuxième biais de cette affaire, c'est qu'on n'a pas dit clairement quelles étaient les responsabilités des uns et des autres. Souvent on dit il faudrait que la finance transforme le monde. Je fais toujours cette réponse en disant un, c'est pas possible, et deux, c'est même pas souhaitable, parce que ça voudrait dire qu'on passe de la démocratie à la plutocratie. Or la réalité, c'est que le système politique a vu un intérêt à demander à faire que la finance transforme. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'est pas beaucoup préoccupé des politiques publiques. La transformation, ça commence par une politique énergétique. Quand on voit ce qu'a été la politique énergétique européenne, sans parler de la française, on peut faire tous les reportings qu'on veut, mais ce qui compte, c'est d'augmenter les capacités d'électricité. Et donc, le rôle des États doit rehausser. Deuxièmement, les entreprises, le rôle, c'est elles qui vont mettre en œuvre. Parce que c'est elles qui inventent les solutions technologiques et industrielles. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut peut-être moins réglementer, parce que tout n'est pas stable dans les technologies. Est-ce que l'hydrogène est une solution ou pas ? Ça, c'est seuls les travaux qui le feront. Par contre, les entreprises doivent gérer une ressource rare nouvelle, qui est le CO2. Parce qu'il faut réduire les émissions de CO2. Et quant à la finance, son rôle, c'est d'allouer le capital au financement de ces transformations et d'avoir les bons standards d'analyse pour le faire. Et à cet égard, je pense qu'on gagnerait d'être toujours aussi ambitieux, mais un peu plus humble dans le champ d'application. Parce que autant la question du CO2 est une question qui fait consensus au niveau mondial. On va dire qu'il y a universel. Il y a un débat sur le rythme, les moyens, mais tout le monde est d'accord. Mais les autres questions, le S, le G, elles ne font pas consensus. Et donc, le fait de vouloir, dans toutes ces réglementations,
traiter les trois en même temps et au même niveau, je pense que c'est une erreur. Donc, dans le sujet qui se passe au niveau européen, parce qu'il faut bien voir l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Si on prend la France, nous allons appliquer, puisque nous avons transposé à une directive, une réglementation dont on sait qu'elle va être mise en cause. Le sujet, ce n'est pas simplement de ramener le nombre d'indicateurs, il faut le faire. Mais le sujet, c'est se remettre au clair sur le rôle des uns et des autres, les ambitions à avoir à court et à moyen terme, et il faut que ces ambitions soient réalistes. Parce qu'autrement, tout le monde va s'exposer au risque de greenwashing et on va jeter le bébé avec l'eau du bain, comme ça s'est passé aux États-Unis. Et je pense que ce n'est pas souhaitable, parce que cette question de la transition écologique, elle reste, quoi qu'il se passe, elle est à faire. Et deuxièmement, elle doit être liée avec des nouveaux enjeux qu'on ne se posait pas avant, qui étaient les enjeux de souveraineté, je veux dire de capacité de production, qu'on ne se posait pas avant le Covid et la guerre en Ukraine. Et les responsabilités sont partagées, si on vous entend bien. Alors, Françoise Lombard, que voyez-vous comme évolution sur ce sujet de la finance verte dans les pays en développement, hein, qui est votre zone, votre terrain de jeu? Merci. Alors oui, en effet, je pense que la finance durable, dont la finance verte, et peut-être que la finance durable est en effet un concept un petit peu large, qui veut trop embrasser, c'est une vraie question. La finance durable, en tout cas, est aujourd'hui bousculée, chahutée, c'est une réalité, notamment sous l'impulsion des acteurs européens, mais en Europe aussi. En revanche, je pense que ça a été dit par les financeurs autour de la table, le hiatus entre compétitivité et durabilité, on l'a dépassé ou on est en train, je pense, de le dépasser. Alors, Proparco, juste parce que je pense que le nom de Proparco est beaucoup moins familier à l'assistance que ne l'est le nom des institutions que mes voisins ont l'honneur de diriger. Donc Proparco, c'est la filiale secteur privé de l'Agence française de développement. Et donc notre terrain de jeu, ce sont les géographies en développement et les géographies émergentes. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ces géographies ? Je sais que voilà, lors du déjeuner, de manière générale, on peut être très focalisé en Europe sur la question de la déclinaison de ce fameux Green Deal et parfois d'une certaine forme de turpitude administrative qui en a résulté. Néanmoins, moi, je voudrais insister sur ce qu'on voit dans les géographies émergentes à deux titres, en fait, parce qu'on a tendance à sous-estimer l'impact absolument considérable de ce paquet réglementaire dans ces géographies. Premièrement, en termes d'influence et en termes de caractère en fait prescripteur de ces réglementations, il faut quand même avoir en tête que l'Europe, ça reste un marché à l'exportation absolument majeur pour ces géographies, donc elles vont toutes regarder ce qui se passe en effet et quels vont être les drivers de demain pour la finance européenne. Aujourd'hui, à peu près la moitié, entre 40 et 50% de l'activité de Proparco, c'est le soutien aux acteurs financiers locaux pour qu'eux-mêmes puissent financer comme il se doit l'économie réelle. Et en fait, ces acteurs financiers locaux, ils regardent tous et ils font plus que regarder ce qui se passe en Europe, en fait. Notamment avec le retrait des Américains. Vous prenez la Bourse de Mexico. La Bourse de Mexico, elle va regarder quelle est la taxonomie européenne à date. Parce qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est un système interopérable et elle veut que les acteurs qui se cotent à la Bourse de Mexico, ils puissent aussi attirer des financements européens. Les banques centrales africaines, avec lesquelles on travaille beaucoup au niveau du groupe Agence française de développement, elles regardent toutes ce que l'Europe a érigé aujourd'hui en termes de gestion des risques climatiques. D'abord parce que le continent est incroyablement vulnérable, bien sûr, au changement climatique, et puis parce que c'est un enjeu de crédit majeur et de soutenabilité pour ces banques-là. Et donc les banques privées africaines avec lesquelles nous on travaille, on les accompagne en fait sur ce volet pour gérer et mettre en place des systèmes de gestion en fait des risques climatiques. Donc il y a cette vertu-là qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Et la deuxième vertu, c'est la transformation des chaînes de valeur en fait dans ces pays-là.
Encore une fois, parce que l'Europe est en général soit le premier, soit le second marché à l'exportation. Et donc, ces réglementations-là, elles ont été anticipées par ces acteurs industriels. Quand on discute aujourd'hui avec un acteur de l'acier dans un pays d'Asie du Sud-Est, je peux vous assurer qu'il a fait un business plan avec le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, un avec, un sans. Il a quand même décidé de faire ses décisions d'investissement avec l'entrée de la taxe carbone aux frontières, parce qu'en fait, il sait très bien que sinon, son acier ne sera plus compétitif sur le marché européen avec l'implémentation de cette taxe. C'est pareil dans la mode aussi. On travaille quand même pas mal avec des acteurs du textile dans les géographies d'intervention. Tous les dispositifs réglementaires, on a un à date qui est en passe d'être adopté sur le recyclage, la gestion du gaspillage, etc. Ça drive des décisions d'investissement absolument majeures pour ces acteurs-là. On accompagne un acteur turc du textile, on accompagne non pas l'acteur lui-même, mais sa filiale de recyclage en fait du textile, d'ailleurs avec des machines françaises extrêmement innovantes qui peuvent séparer le coton et le polyester, ce que personne ne fait. Et donc, aujourd'hui, en fait, ils vont décider d'investir massivement parce qu'ils savent que le marché européen, qui représente les 3/4 de l'exportation pour les acteurs turcs du textile, va désormais réagir de cette manière-là. Donc il faut de la prévisibilité, il faut du bon sens, oui, mais aussi quelque chose de stable. Et le train, pour moi, est lancé, en tout cas d'un point de vue géographie émergente en développement. Merci beaucoup. Alors, Antoine Gosset-Grinville, vous avez commencé à le dire en un petit mot. Les assureurs peuvent faire des choses concrètes. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière très tangible comment, à travers vos politiques et vos stratégies, vous pouvez faire avancer les sujets ESG, pardon ? Alors d'abord, il faut bien comprendre que pour un assureur, avoir une politique ambitieuse en matière de ESG et de finances durables, c'est une exigence à un double titre. C'est d'abord cohérent avec notre modèle économique. Il faut par exemple avoir à l'esprit que les catastrophes naturelles dans le monde, maintenant depuis quelques années, c'est tous les ans plus de 100 milliards d'euros de dégâts. Alors que jusqu'à il y a quelques années, c'était une fois tous les 10 ans qu'on avait des niveaux de catastrophes de ce niveau-là. Donc si on ne fait rien, si on n'agit pas là-dessus, c'est tout simplement l'assurabilité des activités et de certaines régions qui seraient menacées. Donc pour les assureurs, il y a un intérêt bien compris à être actif. Et puis la deuxième exigence, elle est peut-être plus noble. Alors je suis d'accord avec Yves Perrier, il ne faut pas faire de morale, mais l'assurance, c'est un métier de service. Et un métier de service, ça veut dire qu'il faut accompagner nos clients, les aider à faire face et les aider à faire évoluer leur environnement dans un sens qui les protégera finalement. Alors concrètement, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a deux leviers. L'investissement d'abord. Les assureurs sont des gros investisseurs. Et avoir une politique d'investissement ambitieuse en matière de lutte contre les dérèglements climatiques, c'est quelque chose qui est au cœur de notre stratégie chez AXA. Donc investir dans la transition énergétique, investir dans le développement forestier, investir dans les infrastructures résilientes, notamment dans les pays émergents. La résilience des infrastructures, c'est la clé pour limiter les dégâts des catastrophes lorsqu'elles surviennent. Donc, premier levier, l'investissement. Deuxième levier, l'assurance. Et là, c'est une révolution. Je parlais tout à l'heure de changer nos modes de pensée. Pour l'assurance, c'est vraiment une approche complètement nouvelle, de passer d'une logique de simple indemnisation à une logique d'accompagnement, presque de partenariat avec nos clients, de les aider à mettre en œuvre des mesures de prévention pour limiter les risques, et puis de les encourager, de les inciter à faire mieux. Et ça, on le fait au travers de primes vertes, d'assurance et de toute une série d'outils qu'on peut mettre en place pour accélérer l'adaptation des comportements. Alors, Stéphane Dédéian, vous aussi, vous avez mis la transition juste au cœur de votre raison d'être. Vous nous avez dit tout à l'heure pour qui ? Le consommateur, le client. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ? Alors effectivement, j'ai expliqué pour qui et pourquoi tout à l'heure. Comment on fait ? Alors concrètement, on combine une politique d'atténuation et une politique d'adaptation. L'atténuation, ça consiste à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et on le fait assez différemment
dans l'activité bancaire et dans l'activité assurantielle. Dans l'activité bancaire, en fait, pour l'instant, on a un bilan qui est largement issu des crédits qui ont été faits dans les années précédentes, historiquement, où ce sujet du réchauffement climatique était moins prégnant. Et donc, on a un bilan qui aujourd'hui est assez carboné. Donc tout le principe, c'est de dire au fur et à mesure que les vieux actifs vont sortir du bilan parce que les crédits sont remboursés, ce qu'il faut, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on fait rentrer maintenant dans le bilan et on pilote le pourcentage de crédits qu'on fait rentrer dans le bilan qui sont vertueux. Donc nous, on a un produit qui s'appelle le crédit à impact. Ça consiste à bonifier légèrement le taux du crédit pour les clients qui investissent dans des biens qui ont des DPE vertueux, ou alors qui combinent l'investissement dans un bien avec un DPE moins vertueux, mais avec des travaux qui upgradent le DPE des clients. Et aujourd'hui, on a 43% de nos crédits qui sont des crédits à impact, et donc ce pourcentage est compatible avec la trajectoire naturelle de décarbonation de notre bilan. Et je dirais c'est un peu la même chose pour les crédits aux entreprises. On a des financements de prêts verts et sociaux, etc. Et on fait en sorte que ce pourcentage soit élevé. Au global de tous nos crédits à moyen long terme, c'est 39% de nos crédits nouveaux qui sont décarbonés. Et donc, mécaniquement, on pilote ça pour qu'on atteigne la neutralité carbone à horizon 2040. Dans l'assurance, c'est un peu différent parce que la duration des actifs est un peu plus longue. Dans l'assurance vie notamment, ou l'assurance retraite, parfois on peut garder les actifs pendant 40 ans. Et donc évidemment, il faut se préoccuper des nouveaux actifs qui rentrent, donc on fait en sorte qu'ils soient les plus verts possibles. Et on doit garder d'autres actifs plus longtemps. Et là, c'est là où on a un dialogue actionnarial exigeant. Donc on les conserve dans notre bilan parce que je suis d'accord avec Patrick Pouyanné, il ne s'agit pas non plus de s'en débarrasser brutalement pour qu'ils soient entre les mains de personnes qui n'ont pas cette intention chevillée au corps. Donc on les conserve, mais à ce moment-là, on a un dialogue actionnarial exigeant pour être sûr que ces actifs, ils sont pour des entreprises qui ont elles-mêmes une trajectoire de décarbonation, et en tant qu'ayant un droit de vote dans les assemblées générales, bah oui, on exerce un dialogue actionnarial exigeant pour challenger la trajectoire de décarbonation des entreprises dans lesquelles on est investi. Et notamment, on reconnaît tout à fait que Total, parmi les énergéticiens, est sans doute l'énergéticien qui a le plus intégré ces contraintes d'atténuation. Et donc, on continue à détenir des actions Total dans notre bilan en étant exigeant avec Total, par exemple, sur sa trajectoire de décarbonation. Et puis, on combine ça aussi avec l'adaptation. Parce que là, pour le coup, vous voyez, par exemple, quand vous avez des infrastructures électriques qui ne sont pas enterrées, mais qui sont en hauteur, dans des gaines, qui sont dans un plastique un peu caoutchouteux, qui, lorsque la planète sera à plus de degrés ou plus 1,7, risque de fondre et d'empêcher la circulation parce qu'en fondant, elles vont descendre sur la route, bah, il faut remplacer tout ça. Et ça, c'est des investissements absolument majeurs. Et on accompagne évidemment les investissements de nos clients dans l'adaptation. Et c'est en combinant l'atténuation et l'adaptation qu'on joue notre rôle et qu'on maintient cette compétitivité et qu'on œuvre pour l'intérêt même de nos clients. Alors, Jérôme Grivet, est-ce que le problème des banquiers et des financiers en ce moment, il n'est pas plus globalement sur le manque de projets de transformation et de transition à financer, dans lesquels investir ? Alors, il est clair que quand on veut financer la transition énergétique, il faut à la fois des financements et des projets. Pour les financements, il faut de la capacité de crédit. Et les banques en Europe ont cette capacité, et je pense ont des volumes de financement qui sont prêts à s'investir dans ce genre de projet en quantité significative. Je vous donnais tout à l'heure notre exemple. Nous avons aujourd'hui dans notre bilan 26 milliards de crédits qui sont dédiés à la production d'énergie renouvelable. C'est un chiffre qui est en augmentation de 140% depuis 2020. Il faut donc des capacités de financement. Il faut aussi des capacités d'apport en capital. Et Patrick Pouyanné regrettait tout à l'heure la décroissance de la détention de son capital par des actionnaires français. Il y a sans doute plein de raisons là-dedans. Il y en a une qui est très importante, c'est que
la réglementation qui s'applique aux investisseurs institutionnels européens, au-delà des dimensions ESG, pénalise en réalité la détention d'actions par rapport à la détention de produits de taux plus globalement. Et donc en réalité, le constat que l'on peut faire pour Total Energy, on peut malheureusement le faire pour beaucoup d'autres grandes entreprises européennes ou françaises. Donc il faut du capital, il faut de la capacité financière et il faut des projets rentables, il faut des projets finançable. Et pour qu'un projet soit finançable, il faut toute une série de paramètres. Il faut évidemment que l'équation économique soit au rendez-vous. Et Yves Perrier soulignait à juste titre que dans bien des domaines, les technologies ne sont pas encore matures. Donc il faut vraisemblablement accepter une part de risque sur des investissements. D'ailleurs, quand il y a une part de risque importante, il faut plus d'equity que de dette bancaire, et donc il faut un mix de capitaux prêts à s'investir qui en tiennent compte. Il faut de la stabilité réglementaire, il faut de la rapidité dans la prise de décision, il faut toute une série de considérations pour que ces projets soient rentables, qui sont malheureusement souvent en Europe et en France moins bien réunis que dans d'autres juridictions qui sont parfois plus pragmatiques. Et je pense qu'effectivement, on peut regretter qu'il n'y ait pas suffisamment de projets finançables, c'est-à-dire rentables, dans un monde où il y a, en tout cas pour le financement bancaire, beaucoup de capacité à investir. Françoise Lombard, du coup, comment peut-on faire pour faire plus et mieux ? Merci. Alors, la finance durable, encore une fois, c'est notre ADN, mais Proparco, c'est petit, et notamment par rapport à mes voisins, on est autour de 9 milliards de bilan, 2,5 milliards à peu près d'activités nouvelles chaque année. D'où la bonne question, comment faire plus et mieux. D'abord, je voudrais juste commencer par préciser que c'est absolument vital d'amplifier les flux de finances durables dans les géographies émergentes, non pas parce que voilà, c'est mon cœur d'activité, mais ni même parce que c'est une question morale, tout simplement parce que c'est moins cher en fait. Aujourd'hui, vous prenez le coût de la décarbonation approximé par le prix de la tonne de CO2, on est quand même dans un rapport de 1 à 4 entre l'Europe et les marchés émergents. Donc à un moment donné, l'objectif, c'est quand même de financer la transition au coût le plus bas et la baisse des émissions de CO2 au coût le plus bas pour les investisseurs. Et aujourd'hui, les marchés émergents offrent un potentiel considérable dans une problématique qui est une problématique mondiale. Donc ça, c'est le point de départ. Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse plus à Proparco ? Notamment, je pense que mes voisins ont cité différents leviers auxquels je souscris évidemment parfaitement. Plus d'adaptation, non pas comme un objet de financement en lui-même, mais comme une composante un peu systématique en fait de tout ce qu'on fait, en particulier en infrastructure. Et je voudrais juste insister, nous, sur 2 ou 3 leviers qu'on a identifiés. Le premier, c'est sans doute amender assez sensiblement quand même notre modèle économique. On a un modèle économique qui est aujourd'hui originate to hold. Je pense qu'on a vocation à passer de plus en plus, ou en tout cas à faire plus de place à un modèle économique de type originate to distribute, parce qu'on doit jouer un rôle catalyseur en fait davantage qu'on ne le fait aujourd'hui dans cet écosystème de la finance durable. Peut-être que demain, pour Proparco, le nouveau business model, c'est un projet d'énergie renouvelable de Total Energy qui serait financé, structuré par, alors c'est pas trop cœur géographique, mais la Banque Postale, qui serait financé par Proparco et qui serait ensuite, pourquoi pas, porté sur le bilan de l'assureur AXA. Donc ça me paraît quand même absolument indispensable de s'orienter dans cette direction-là. C'est une direction qu'on a pris résolument dès cette année. On a un objectif de mobiliser 1 euro de finances privées pour 1 euro sur le bilan Proparco. Ça, c'est un levier majeur. Le deuxième levier, c'est probablement pour nous, en tant qu'institution financière de développement, aider à créer de la confiance là où il n'y en a pas. Et je pense notamment aux projets qui trouvent une certaine forme de viabilité via l'émission de crédit carbone, avec évidemment toutes les suspicions qui entourent encore aujourd'hui l'appréciation de ces crédits carbone. Donc pouvoir aujourd'hui mettre de la confiance dans ce marché-là avec des crédits carbone de haute intégrité environnementale et sociale, c'est un levier pour moi majeur. Et puis dernièrement, aussi aider à financer la transition des chaînes de valeur des entreprises européennes. Un exemple très concret,
On n'a pas le plaisir à Proparco de financer directement Michelin, qui n'a pas forcément besoin de nous d'ailleurs, et c'est très bien comme ça. En revanche, nous, on va accompagner, financer alors soit les équipementiers, soit les fournisseurs de Michelin. Je prends un exemple très concret. On est un financeur de très longue date de SIPH, qui est le premier producteur ouest-africain en fait de caoutchouc, qui va faire les pneus de Michelin. Et on est aussi le financeur du premier recycleur indien de pneus, qui est GPR en Inde. Donc ça, je pense que c'est aussi un rôle que Proparco a à jouer pour les entreprises européennes. Merci beaucoup. Alors, Yves Perrier, tout à l'heure, vous nous avez dit derrière ESG, on met beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que ça a un côté un peu fourre-tout? Est-ce qu'il faut prioriser un peu tout ça? Il y a du toilettage à faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Deux observations liminaires. La première, c'est que cette affaire de transition écologique, de cette révolution industrielle, comme toujours, elle va faire des gagnants et des perdants. C'est aussi un moment de la compétitivité entre les grandes zones, la Chine notamment, les États-Unis et l'Europe. Et on voit bien que ces deux zones, Chine et États-Unis, finalement, en ayant, même si les États-Unis rejettent aujourd'hui les concepts ESG, en tous les cas, ils investissent énormément pour avoir une énergie pas chère, et leur énergie aujourd'hui est nettement moins chère en fait qu'en Europe. Idem pour la Chine, qui investit énormément sur ces éléments. Donc, on ne peut pas conduire la transition écologique sans penser en même temps à la compétitivité du pays, ou quand on parle de l'Europe, la compétitivité relative. Le deuxième point, j'en reviens en fait au rôle de la finance et pour moi ce qu'il y a à faire. Il y a à créer pour moi une véritable discipline de marché climat, je dis bien climat, c'est-à-dire sur la question du CO2, comme c'est créé dans les années 80 la discipline de marché financière. Dans les années 80, quand on a bâti le système financier dans lequel on a, il y a des gens qui ont bâti des modèles d'analyse financière et tout le monde s'est mis à les utiliser, et ce qui fait que entre deux analystes, quand il y en a un qui soutient l'achat une valeur, un autre va être à la vente, ils ont un point commun, c'est que c'est le même référentiel d'analyse. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'analyse, on va dire, extra-financière des entreprises, et si on prend 10 analystes et qu'on leur pose la question, notez en fait une entreprise, vous allez arriver à 10 réponses différentes, et le problème, c'est avec 10 référentiels d'analyse différents. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'IFD, on a eu un projet qui était de standardiser, de faire un référentiel d'analyse extra-financière. Et ça me paraît essentiel. Et quand je disais il faut un peu d'humilité, on a mis la charrue avant les bœufs. La réglementation dont on parle, qui va être revue, c'est CRD, mais il y en a une qui s'appelle SFDR, sur les fonds, pour dire un fonds, c'était article 9, ça voulait dire soi-disant très vert, 8 un peu vert, etc. Sauf que on a labellisé les fonds avant de savoir comment les noter d'une manière homogène. Et d'ailleurs, avant même de savoir compter le CO2 d'une manière homogène. Donc je pense qu'il y a un travail dans la finance, je veux dire, pour homogénéiser l'approche. Et ce travail, il doit être partagé avec les entreprises. Parce que c'est le seul moyen, si vous voulez, pour pouvoir comparer les entreprises entre elles. Parce qu'à la fin des fins, si on veut que la finance joue un rôle de discipline de marché d'incitation, encore faut-il que son allocation dans telle ou telle valeur tienne compte de ces éléments, je veux dire, d'une manière homogène. Le label ISR, pourquoi aujourd'hui on a un sujet? On a créé un label ISR pour la France. Ce label ISR, il exclut Total, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il est sur la vision qu'un fonds vert, c'est un fonds qui a telle quantité d'entreprises réputées appartenir à des secteurs verts. Alors qu'on a dit, le sujet n'est pas là. C'est
les entreprises qui ont le rendement de décroissance du CO2 le plus élevé. Le fond, c'est est-ce que Total fait mieux que Esso ou vice-versa, etc. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des analystes, des asset managers, le best in class. Mais il faut remettre ça au carré et sortir l'idée de la finance que je qualifie de niche, qui est une finance de marketing, qui dit voilà ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Si on ne sort pas de ce point-là, alors la finance ne jouera pas son rôle. Et alors, et c'est vraiment problématique, la question de la transition écologique, la question de la compétitivité, parce que ça va de pair, eh bien, on sera pas très bien, je veux dire, pas dans la bonne direction en Europe. Patrick Pouyanné, on vous voit prendre des notes au cours de ce débat. Il y a des choses qui vous font réagir dans ce qui a été dit? Oui, je prends des notes, toujours, j'apprends. En fait, ce qui me fait réagir, je me disais, mais là, on est vraiment dans un débat entre Européens, en Europe pour Européens. Jamais un tel débat, ce sujet, n'aurait lieu aux États-Unis, n'en pensons pas une seconde, en Chine, n'en parlons pas. Et je rejoins complètement ce que dit Yves. Enfin, je veux dire, il faut qu'on arrête de sortir, nous, Européens. Moi, je suis assez inquiet sur la dynamique qu'on a sur notre continent. Parce qu'on est à une forme d'arrogance, on pense que nous avons raison contre tout le reste du monde, mais le reste du monde nous regarde. Et la perte de compétitivité, elle est réelle. Honnêtement, je suis d'accord avec Yves Perrier, je notais la finance durable est une niche et une question de marketing. Je suis 100% d'accord aujourd'hui. Et ça en prend le chemin. Et c'est tous les jours. La question, elle n'est pas celle-là. La question profondément, c'est comment. Et moi, je ne sais pas, moi, que si j'étais dans le métier-là, c'est moi, j'ai un métier, j'ai des clients, ils veulent de la rentabilité. Je dois chercher des projets qui soient rentables. Aujourd'hui, ce qui est rentable dans l'électricité, je peux le dire, moi. J'ai investi dans l'électricité 4 milliards par an. Et ce qui est rentable, c'est une combinaison de renouvelables et de gaz. Parce que les renouvelables ne font pas de l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours. Ce n'est pas vrai. Aucun client en Europe n'accepte une électricité indépendante, intermittente. La seule façon que j'ai de fournir de l'électricité qui soit plus légère en carbone, c'est de le combiner avec des actifs flexibles. Ça sera des batteries demain, pour l'instant c'est du gaz et pour longtemps. Quand je vois que l'Europe a des débats incroyables pour savoir si on peut leur apporter du gaz naturel et que les gouvernements européens s'y opposent, mais en même temps, depuis que Poutine a coupé le tuyau de gaz, c'est la panique générale, il faut s'agiter, je pense qu'il faudrait quand même revenir un peu à la raison. Moi, ce qui me choque dans tout ce qui se passe en ce moment depuis 4-5 ans, c'est que tout ça nous conduit à des politiques d'exclusion, des politiques quasi religieuses. On met des anathèmes, on dit ça c'est mauvais. Et malheureusement, le système se régule comme ça. J'ajoute que Yves Perrier, encore une fois, a touché quelque chose de vrai. En fait, la question, c'est pas les actifs verts, la question politique globale, c'est de réduire des émissions. Les Chinois, ils réduisent comment les émissions en ce moment? Ils vont les réduire. Simplement, ils continuent à faire des centrales charbon, simplement qui émettront 20% de moins que les anciennes centrales. Ça fait partie de la transition. Et ils vont abattre leurs émissions avec leurs nouvelles centrales à charbon. Et quelque chose a été dit très vrai par notre ami de Proparco. C'est beaucoup moins cher aujourd'hui d'abattre des émissions dans plein de pays émergents que de le faire en Europe où on a déjà l'économie la plus décarbonée. Et pourquoi on fait ça? Mais parce qu'il y a un axiome complètement fou en Europe dans la définition de la neutralité carbone. Et je voudrais qu'on s'y arrête 2 secondes. La définition qu'a donnée l'Europe de la neutralité carbone ne couvre pas les émissions importées. Nous regardons nos émissions uniquement sur ce qui se passe sur notre continent. Moi, je sais qu'on va être neutre en carbone. On va devenir un parc de loisirs. C'est ce qui est en train de se passer. Et tout ça parce qu'on a choisi le mauvais référentiel. Si l'Europe se met à regarder de près ces émissions, fameuses émissions Scope 3, que moi, on me demande de regarder mondialement, mais que l'Europe ne veut pas regarder et ne compte pas dans ces émissions, vous changez complètement l'équation. Et vous n'obtiendrez pas la même politique. Donc, tout ça, c'est, je suis désolé, on s'est précipité dans une voie à cause d'un impératif d'urgence. Mais l'urgence, je vais vous dire, il faut aussi regarder ce que disent les citoyens européens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a ce débat aujourd'hui, la finance durable est-elle... Mais parce que les citoyens aujourd'hui ne nous suivent pas, les clients ne nous suivent pas. Qu'est-ce qui se passe en Europe aujourd'hui dans les élections un peu partout sur ce continent? Que ça nous plaise ou non, nous les élites qui sommes rassemblés dans cette salle. Il se passe qu'aujourd'hui, la priorité de beaucoup d'Européens, c'est les pouvoirs d'achat, qu'ils assimilent d'ailleurs prix du carbone à des problèmes de pouvoir d'achat. Ils sont contre la hausse du prix de l'énergie. Je vous parie que le principal débat d'une prochaine élection présidentielle sera le prix de l'électricité en France.
On n'arrive pas, et cette transition, à cause de nos clients, à cause des citoyens, on ne la fera jamais contre eux. On l'a vu avec la crise qui a explosé avec l'Ukraine, et moi ça m'a frappé. Tout d'un coup, la priorité, c'était une énergie la moins chère possible. Et c'est toujours la priorité pour chacun d'entre nous. La Creux a fait, c'était ses 25 ans, a fait un sondage. Êtes-vous pour une énergie décarbonée? 85% des Français ont dit oui. Êtes-vous pour acheter un véhicule électrique? 20% seulement. Pourquoi? Parce que c'est trop cher, parce que ça ne marche pas aujourd'hui. Tout ça, il faut l'intégrer. Et je pense que tout ça, ça renvoie au rythme auquel on doit faire cette transition. Et moi, ce qui m'inquiète, je vais vous le dire franchement, parce que je suis engagé dans cette politique, parce que je pense que c'est bon pour notre entreprise, c'est bon d'aller faire de l'électricité demain, c'est qu'on prenne, nous aussi en Europe, un backlash au niveau démocratique. Et si vous regardez bien ce qui se passe un peu partout en Europe, il y a beaucoup de forces politiques qui sont en train de s'appuyer contre cette idée, parce qu'on va trop vite. Et donc, il faut qu'on trouve le bon rythme tous ensemble. Et croire que tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe pour Total Energy ? Les banques françaises ne veulent plus financer nos émissions obligataires. C'est aucun problème. Qui finance les émissions obligataires de Total Energy? Les banques américaines, les banques japonaises, le reste du monde. Vous croyez que ça change quelque chose à Total Energy? Rien. Voilà. Donc, si on arrivait à sortir d'un débat d'exclusion et d'anathème à un climat que je reprends l'expression de Jérôme, qui soit, restons dans le positif, regardons ce qu'on peut faire. Moi, où je suis fier de ce que fait mon entreprise, oui, je dois continuer à investir dans le pétrole et le gaz, et je continuerai à le faire, que ça plaise ou non aux ONG qui vont aux assemblées générales du Crédit Agricole, et qui viennent aussi à celle de Total Energy. Ça m'est totalement égal, parce que c'est ce que veulent nos clients, mais en même temps, oui, mon engagement, c'est que je consacre 30% des investissements de Total Energy à aller vers ces énergies bas carbone, malgré ce qu'on me dit, c'est moins rentable. Oui, c'est objectivement moins rentable aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant que je ne considère pas qu'à moyen long terme, ça soit bon pour l'entreprise Total Energy, et que mon devoir en tant que PDG avec le conseil d'administration, c'est aussi de réfléchir au moyen long terme. Je ne peux pas être dans ce monde-là sur le court-termisme. Mais est-ce que ça veut dire que parce que quelqu'un crie, il a raison? Elle est où la démocratie aujourd'hui dans notre pays? Elle n'est pas à 20% dans une assemblée générale, c'est pas vrai. Elle est à 51%, la démocratie. Et le jour où on arrêtera de vouloir transformer toutes nos démocraties au fait que c'est la somme des minorités agissantes, je pense qu'on progressera beaucoup sur ce dossier-là. Et est-ce qu'on progressera, pour finir, en constituant une alliance entre l'industriel que vous représentez, l'État et même diverses parties prenantes? Mais attendez, l'État, il m'a répondu que j'étais exclu du label IS, c'est-à-dire que je suis responsable. Donc l'État n'est pas dans l'alliance, je vais être très clair avec vous. Voilà. L'alliance, je peux la faire avec des parties prenantes qui veulent aller dans le côté positif. Si je les trouve ici, je suis ravi, je suis extrêmement frustré. Si je les trouve ailleurs, ben je vais les chercher là où je les trouve. C'est tout. Et si je ne les trouve pas en Europe, j'irai les chercher ailleurs. Et voilà comment ça se passe dans un monde comme le nôtre. Donc, bien sûr qu'on est de bonne volonté, mais ce qui n'est pas vrai, je vais le dire à répondre à Jérôme quand même, il ne faut pas rêver, Total Energy doit financer la totalité de ses activités. Donc, croire que les investisseurs français, je vais leur donner mes énergies renouvelables pendant que j'irai donner les énergies fossiles aux autres, ça ne marche pas comme ça. Je trouve que le PDG de Total Energy regarde des acteurs globalement. Et donc, il donne ces énergies renouvelables à ceux qui sont prêts à financer la totalité de son bilan. Je vais être très clair avec tout le monde. Ben, ce sera le mot de la fin. Vous ferez le tri dans tout ce qui vient d'être dit pour répondre à la question qu'on se posait en début de cette table ronde, à savoir quel est l'avenir de la finance durable. Et puis on prend le pari du sujet de la prochaine présidentielle sur le prix de... Vous allez gagner. Merci, messieurs, dames, pour cet échange. Et les débats continuent.